Bonjour, c'est Japanman et aujourd'hui on se retrouve pour les lectures du mois de juin. Donc on commence avec le seul manga d'occasion de ce mois-ci, enfin que j'ai lu ce mois-ci, pas que j'ai acheté mais que j'ai lu. Donc c'est Busorenkin c'est Busorenkin Arme Alchimique. Et donc c'est écrit par Nobuhiro Watsuki et c'est aux éditions Glénat. Alors déjà première chose, vous avez peut-être tilté si vous vous connaissez. Nobuhiro Watsuki, c'est apparemment l'auteur de Kenshi le Vagabond, dont j'ai lu les deux premiers tomes, un truc comme ça. Et en fait, moi j'avais pas tilté au début, et ça m'a un peu surpris, parce que quand tu lis le truc, t'as un peu l'impression que c'est un auteur amateur, entre guillemets. Dans le sens où à la fin, il fait des notes sur chaque chapitre, et puis au milieu, il dit des trucs sur les persos et tout. Mais à chaque fois, il a l'air un peu en mode ouais ça j'ai raté, ouais bah, un auteur confirmé peut aussi avoir des doutes, des trucs comme ça, mais c'est plus le genre de truc que j'aurais pensé lire d'un auteur qui débute, tu vois. Donc là ça a été assez surprenant de se rendre compte que c'était un auteur d'un manga très très populaire du Shonen Jump. Mais ça explique aussi des choses. Alors là je suis au tome, donc je suis arrivé au tome 5, hein, c'est le 4 et le 5. Hop là. Hop, voilà, 4 et le 5. Et il se trouve que c'est en 10 tomes, donc là je suis à la moitié. C'est le genre de truc, c'est pas, je trouve très sympa comme manga. Mais vous voyez pas, hop, je rapproche un peu. Mais vous voyez pas incroyable. C'est le genre de truc, je chercherai pas activement. Mais quand je me vois un tome d'occasion, je me fais ah, bah il me le faut, celui-là, allez, je prends. Ça peut être sympa. D'ailleurs, ça m'a assez surpris que je l'ai payé 4 €, parce que généralement les mangas d'occasion, j'évite de les payer trop cher. Alors que 4 €, bon, si t'arrondis qui coûte 7 €, on va dire 9 à la base, c'est plus que la moitié, quoi. Donc pour un occasion, bon, ils étaient en bon état, mais bon. Donc c'est que j'aime suffisamment pour mettre 4 €, donc c'est déjà pas mal. Et du coup, ouais, Busorenkin, c'est un manga que j'aime bien. C'est un peu, si vous aimez bien les shonen neketsu un peu classiques comme ça, c'est vraiment sympa. C'est un peu le challenger qui n'a jamais décollé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre il a 10 tomes. Puis maintenant que je sais que c'est pas l'auteur de Kenshin, je me dis ah ouais, peut-être qu'en fait même 10 tomes c'était un peu trop entre guillemets, et qu'ils ont un peu laissé parce que c'était l'auteur de Kenshin, quoi. Mais moi j'aime bien beaucoup la dynamique entre Tokiko et Kazuki. Il y a un peu une romance, mais suffisamment présente pour que tu te dises que c'est vraiment une volonté de l'auteur et pas juste toi qui fais un chip dans ta tête. Mais un peu de mise de côté, ce qui est à la fois dommage, mais en même temps permet de pas trop forcer dessus. Et du coup, d'ailleurs, dans un de ces tomes, l'auteur dit qu'il aimerait bien faire une comédie romantique lycéenne, s'y essayer un jour. Et c'est dommage parce que du coup, maintenant on sait ce qu'il a fait après. Et moi j'ai regardé un peu sur internet et il a fait que du Kenshin après. Donc un peu dommage. Mais voilà, donc Busorenkin c'est un peu un des neketsu du Shonen Jump, un peu méconnu entre guillemets, bon entre gros guillemets, hein, parce que bah on a tout vu en France et tout, donc c'est pas si méconnu que ça. Mais si vous demandez à quelqu'un c'est quoi ton manga préféré du Shonen Jump, il va vous citer 10 avant de parler de Busorenkin, ça c'est sûr. Du coup vraiment sympa. Je vous le conseille si vous tombez dessus. Lire 10 tomes. Bon, quand tu relativises, par exemple si imaginons j'achète les 10 tomes à 4 €, bon bah, ça fait 40 € quand même. Mais voilà quoi, si vous les trouvez à 2 €, 3 €, ce qui peut se faire, ça fait 30 ou 20 € pour tout le manga, ça se trouve. Et c'est plutôt sympa. Donc pas un indispensable pour moi, mais tu manques un petit peu un truc à pas le lire, quoi. Donc très bien. Ensuite, le tome 2 de Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai, donc c'est Seishun Mutagaro, pour ceux qui ont vu l'anime en japonais. Enfin, c'est pas que Seishun Mutagaro, il y a plein de trucs après, mais bon, j'abrège. Donc l'auteur d'origine, à mon avis, c'est un light novel. Hajime Kamoshida. La dessinatrice c'est Tsugumi Nanamiya et l'illustrateur c'est Keiji Mizoguchi. Alors je pense que illustrateur ça veut dire car designer d'origine.
Ou peut-être qu'il y a une autre personne qui fait les images interchapitres. Mais je vous avoue que je peux même pas confirmer qu'il y a des images interchapitres, je m'en souviens plus trop bien. Par contre, ce que je me souviens, c'est qu'au début, quand j'ai ouvert le manga, voilà, je suis tombé là-dessus. Donc là, j'ai un peu... quoi? Pourquoi? Parce que ça me paraît super brusque comme ouverture. C'est peut-être l'effet voulu, hein, mais... Et je croyais me souvenir que dans le premier tome, il y avait une espèce de page couleur au début. Et du coup j'ai eu un peu peur parce que je me suis dit, hein, si dans le tome d'avant il y avait une page couleur et que là j'ai l'impression que ça s'ouvre un peu trop vite là, est-ce qu'il n'y aurait pas un couac avec mon édition? Du coup je suis allé voir dans l'autre, il y avait bien une page couleur et tout, et sur cette même page couleur, de l'autre côté il y avait le sommaire. Donc ça m'a un peu rassuré dans le sens où là le sommaire il est là. Ce qui sous-entendrait que c'est voulu et que c'est pas... Parce que là ça n'avait pas été déchiré, hein, ça se voit. Donc si vraiment il me manque une page couleur, c'est que j'ai eu un gros problème à l'impression. Ça et le truc Eden Zero de la dernière fois, ça aurait fait beaucoup quand même. Mais non, je ne pense pas du coup, rassuré, mais j'ai eu un peu peur en moment. Donc c'est aux éditions Ototo, hein, je ne vais pas préciser. Et du coup, comme on me l'a fait remarquer, donc c'est le deuxième tome de Bunny Girl Senpai, et comme on me l'a fait remarquer dans les commentaires de la dernière vidéo, dans la vidéo où je parlais du premier tome, d'ailleurs merci, et après ça s'est avéré en plus. En fait, pour ce qui est de Seishun Butayaro, en fait ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont séparer par arc. Un peu comme ReZero si vous voulez, sauf que là ils vont carrément changer le titre à chaque arc, en fonction du personnage que notre héros va aider, vous voyez. Donc genre là c'est Rascal de the Dream of Bunny Girl Senpai, parce que Mai c'est sa senpai. Et son gimmick entre guillemets c'est que elle était déguisée en Bunny Girl à un moment. Et dans donc le prochain arc qui est donc au prochain tome, ce sera Rascal de the Dream of Little Devil Kawaii ou un truc comme ça, si je me souviens bien. Et donc c'est parce que ce sera sa Kawaii et puis elle est un peu malicieuse quoi de mémoire. Donc plutôt cool. On aura en France déjà, ça c'est validé la suite, donc je suppose qu'on aura tout du coup. Sauf si vraiment il y a des problèmes de vente, mais ce serait vraiment dommage. Et du coup, ouais, c'est ça, un tout petit problème avec Enfin, non, deux petits problèmes avec cette méthode, je trouve. C'est que premièrement, ça rend plus facile de faire annuler la série. Dans le sens où, si jamais, imaginons qu'après Little Devil Kawaii, les ventes ne soient pas du tout au rendez-vous. Et ben, ce sera beaucoup plus facile de l'annuler. Parce que tu te diras, bon bah, on a fini Little Devil Kawaii. Nous, Ototo, on arrête, hop, voilà. On commence pas une nouvelle série. Alors qu'en vrai c'est pas une nouvelle série, c'est la suite. Mais voilà, ce serait plus facile d'annuler s'il y avait des problèmes de vente ou de je ne sais quoi. Ce qui n'est pas un gros problème parce que je pense que ça a bien marché quand même. Mais bon, c'est toujours à prendre en compte. Et l'autre problème, c'est que... Enfin problème entre guillemets, c'est que ça va faire un peu comme ReZero à mon avis. C'est-à-dire dans ton étagère, tu vas, au lieu d'avoir un joli 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui s'aligne, tu vas avoir 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et là encore ça va si... Parce que je pense qu'ils vont adapter les tranches un minimum. Enfin j'espère. Ah oui, il y aura au moins le nom qui change quoi sur la tranche. Par contre ReZero c'est vraiment genre exactement les mêmes designs de couverture. Du coup tu te retrouves vraiment avec des 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 4. Enfin voilà quoi. C'est vraiment bon. C'est un petit peu dommage aussi, parce que plutôt que d'avoir toute ta série bien unifiée, t'as des fragmentés en arc. Mais bon. Et pour ce qui est du contenu du tome en lui-même, c'est très bien quoi, c'est à la fin de l'arc. Hein. C'est vraiment cool, Bunny Girl Senpai. C'est... Ah oui, je me souviens de ça. Attendez, je vais vous montrer un truc après. Mais c'est... l'anime était génial, le manga est top aussi. Un petit peu... T'as pas tout ce qui est ambiance sonore et tout quoi, c'est ce qui est propre au manga quoi, mais c'est sympa, c'est vraiment sympa. Vivement que ça avance un peu parce que moi je sais ce qui se passe après. Et je me demande encore vraiment, parce que du coup ça ne répond pas à ma question, comme on ne sait pas, même au Japon je crois qu'ils sont encore que au deuxième arc. Est-ce qu'on aura le film en manga? Ça c'est une question que je me pose. Je pense que ça coûte rien de le faire. Ne serait-ce qu'en anime comics, mais après est-ce que nous on l'aura en France, si c'est un anime comics, je sais pas. Mais je pense qu'ils pourraient le faire. Je sais pas, en fait le truc clé que je ne sais pas je pense, c'est est-ce que le film c'est aussi une adaptation du light novel ou est-ce que c'est un scénario original basé sur l'animé. C'est ce qui fait toute la différence à mon avis. Si c'est une partie du light novel, c'est presque sûr qu'on l'aura à mon avis.
Mais bon, donc Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai, très très bon. Si vous êtes trop pressé, je vous conseille l'animé avec le film après, le film surtout à regarder. Et ne lisez pas les synopsis pour les films, hein. Ne lisez pas les synopsis, parce que ça spoil un petit peu. Donc voilà, très bien Bunny Girl Senpai. Le truc que je voulais vous montrer avant de finir, c'est que vous voyez, là il y a l'héroïne, là il y a le héros, et ils sont tous les deux, chacun d'un côté de la couverture. Mais si on enlève la couverture, ils se donnent la main, exactement dans la même position. En fait, dans l'intercouverture, ils se donnaient la main et on le voyait pas. C'est mignon, j'aime bien, c'est rigolo comme précision. Donc voilà, le tome 11 de Mushoku Tensei, Nouvelle vie, nouvelle chance, c'est le sous-titre, par Fujikawa Yuka. Et d'après l'œuvre de Rifuji Namaganyote, et les caractères design par Shirotake. Donc encore une adaptation de light novel, encore et toujours. Les light novels c'est un assez bon terreau pour tout ce qui est manga et animé de nos jours. Hein. Et Mushoku Tensei c'est vraiment un manga que je vous conseille vraiment très fort. C'est un des, en termes de manga, ça doit être un des meilleurs isekai que j'ai lu. C'est vraiment cool. Alors plusieurs choses qui sont cool. C'est la première fois que j'en parle, donc je vais peut-être dire des trucs pas en rapport direct avec ce tome-là, mais bon. Mushoku Tensei, plusieurs trucs qui sont géniaux. Enfin, qui sont cool en tout cas. Bah, c'est vous qui voyez, après vous le lisez, vous me donnez votre avis, mais... Alors, déjà, c'est un isekai qui dure dans le temps, si vous voulez. Et pareil pour l'aspect un peu harem, entre guillemets. Ce qui fait que, là où dans un autre truc, tu seras en mode ah ouais d'accord, le type il vient de naître, il est déjà trop craqué, il a déjà le sort de la mort qui tue, level 100. Là si tu veux il commence, bon il est quand même fort en magie parce qu'il faut bien que ce soit l'élu machin qui est un tenseur entre les mondes là, mais voilà, tu le trouves enfant, puis là vous voyez c'est lui, c'est Rudeus, c'est le personnage principal, donc il grandit au fur et à mesure. Et en plus de ça, l'aspect harem aussi, ça fait comme ça. Ce qui fait que au lieu d'avoir genre... ce qui n'est pas mal en soi, j'aime bien aussi les histoires comme ça, mais au lieu d'avoir un genre... ouais, alors, à un point donné dans le temps, il y a son ami d'enfance, sa voisine, la nouvelle transférée dans la classe et tout ça qui s'en va de lui. Non, c'est plutôt genre... il a une amie d'enfance au moment où il est enfant, qui est amoureuse de lui. Il a une prof à un moment, il est amoureux de lui, et puis après, plus tard dans le temps, il va à tel endroit. Vous voyez, c'est distillé dans le temps, ce qui rend à peu près toutes les romances crédibles et aussi valables les unes que les autres, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? T'es pas trop en mode... Bah ouais, d'accord, donc... En plus, il y en a pas trop, il y en a 3 pour l'instant. Donc ça va. Et vous êtes pas en mode, oui bon d'accord, donc ce personnage là il sert à rien parce que je sais pertinemment que le héros il va pas finir avec. En plus, si vous avez lu Mushoku Tensei les aventures de Roxy, ça vous spoil un peu la fin, en termes de romance. Ce qui est un peu dommage. D'ailleurs c'est une fin, c'est pas la fin que t'aurais eu dans Isekai, c'est sûr. Hein. Enfin bon. Et oui, et Mushoku Tensei du coup j'aime beaucoup. Donc c'est par Doki Doki. Et ce tome fait suite à... Là c'est un tournant vraiment, parce que déjà il était pas aussi grand dans le tome d'avant. Et en plus il s'est passé des trucs dans sa vie importants. Et il a carrément changé d'environnement, entre guillemets. Vous voyez, avant c'était un peu en mode aventure, on parcourt le monde. Dans ce tome là il va à l'école de magie quoi. Voilà, Harry Potter. Et c'est vraiment cool, et il y a ce personnage là, vous ne le reconnaissez certainement pas, mais c'est un personnage qu'on a déjà vu. Enfin si, peut-être que vous le reconnaissez, hein. Il n'y en a pas 20 000 des personnages avec certaines caractéristiques, mais bon. Et c'est très intéressant, vivement la suite. C'est dommage que ça sorte à un rythme aussi peu... voilà, un rythme aussi faible. Parce que de mémoire on n'en a pas encore vu dans les lectures du mois, et ça fait genre 3 mois que ça a commencé les lectures du mois au moins. 3-4. Du coup, bon, dommage que ça sorte aussi peu rapidement. Parce que ça, vous pouvez être sûr que c'est le genre de truc, à part si j'ai un truc en train de lire où je dois tout lire là, vous pouvez être sûr que c'est le genre de truc, je le lis le mois où je l'achète et je l'achète le mois où ça sort. Hein. Donc pas de panique là-dessus, vous serez, vous serez sur l'actualité. Hein. Ensuite, première fois qu'on le voit sur la chaîne, je crois, Monster Musume Everyday's Life with Monster Girl. Donc c'est par Okayado et c'est aux éditions Ototo. Bah déjà je profite du fait que là ce sont vidéo et tout pour
pour, entre guillemets, vous poser une question que je me pose un peu. Pourquoi Hokkaido c'est aussi mis en avant comme une marque? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre t'as presque l'impression que c'est genre présenté par Fanta. Alors que c'est l'auteur, hein. Mais je sais pas pourquoi, à ma connaissance il a rien fait d'autre de connu. Ou est-ce que c'est juste ce truc là ça l'a rendu tellement connu que dessus il faut marquer son nom en gros? C'est un peu bizarre. Mais bon, pourquoi pas, hein. Moi ça ne me dérange pas, hein. Je veux bien que l'auteur il a son nom en gros, hein. Donc du coup c'est le tome 11. Et Monster Musume c'est... donc là on a dépassé l'anime depuis longtemps pour ceux qui se demandent. Depuis longtemps, enfin depuis quelques tomes en tout cas. Mais Monster Musume c'est assez fun, c'est vraiment cool. Les persos sont assez attachants, ils ont tous leur petite personnalité. Voilà. Il y a pas mal de monstres différents. Je vous laisse, c'est assez fun. C'est un RMO assez original. Bon, si vous avez essayé, attention, il y a un peu de ecchi, un peu beaucoup même selon les tomes. Mais voilà, je trouve les personnages vraiment attachants. Le concept en soi, depuis il a été un peu copié à droite à gauche, mais à l'époque c'était le coup de génie. Et voilà, vraiment cool. Et petit truc sympa en plus, c'est que en dessous là de la jaquette, il y a des espèces de fiches pour les monstres. Ce qui est pratique parce que par exemple là je vous ai montré un monstre champignon là. Moi je comprenais pas trop comment il était fait le monstre champignon parce qu'on le voit qu'en noir et blanc et voilà, il y a des espèces de froufrous bizarres. Je savais pas si c'était des morceaux de champignons ou des vêtements. Et du coup là c'est plutôt sympa d'avoir des précisions comme ça. T'as un vrai univers et tout. Donc là à la fin, enfin non pas à la fin, là c'est le tome si vous voulez où il y a des nouveaux monstres qui arrivent. Il y a je vais pas tout vous dire, vous avez vu le champignon. Il y a toujours des nouveaux monstres qui arrivent, vous allez me dire, mais bon. Et là à la fin on nous montre qu'il y a peut-être un vampire quoi. Ou un truc qui s'y apparente en tout cas. Et donc Monster Musume c'est sympa. Je vous le conseille si vous voulez un truc un peu léger, un peu fun. Mais pas au sens péjoratif du tout, hein. Pour moi, s'il y a un truc, vous voyez, il n'y a pas des enjeux. Si, il y a des enjeux, mais il n'y a pas des enjeux de malade. Vous voyez, le destin du pays est jamais en jeu. Mais il y a un peu de... Les gens ont tendance à oublier que dans ce genre de manga, il y a aussi un peu de drame, un peu de relations entre les personnages, de trucs comme ça. Souvent, les gens voient que la façade. Et il y a des trucs sympas dans Monster Musume. Donc je le conseille. Ensuite, Classroom for Heroes. The Return of the Former Brave. Chez Doki Doki. L'œuvre originale par Shin Araki, le dessin par Kora Kishida et le character design par Haruyuki Morisawa. Alors, donc c'est chez Doki Doki, au cas où je ne l'ai pas encore dit. Alors, Classroom for Heroes, donc là c'est le tome 7. C'était vraiment une espèce de petit coup de cœur quand j'ai lu le premier tome. C'est le genre de truc, il n'y avait pas d'animé pour le coup, donc j'ai vraiment juste pris au feeling parce que c'est un truc un peu de magical school, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Avec des histoires de héros super forts, mais qui est enfantin, vous voyez le genre. Avec lui. Et ce genre de truc là j'aime beaucoup, avec un peu un truc romance, là vous voyez plein de persos féminins. C'est le genre de truc que j'aime beaucoup. Et quand j'avais lu le premier tome, j'étais en mode waouh, c'est trop bien, il me faut la suite. Et les tomes d'après ils étaient bien. Mais au fur et à mesure, je chantais un peu moins d'intérêt, entre guillemets, un peu moins de... Ça restait très bien, hein, mais un peu moins de... Genre, ah, ça devenait plus banal, j'ai l'impression, bah, ils vivaient leur vie, quoi, les persos, mais il y avait moins ce petit truc que je trouvais génial, par exemple, dans l'arc avec le petit dragon, là, où ils adoptent le petit dragon, ou les trucs comme ça. Et ça commence à se perdre un peu, je trouve, sans devenir nul, mais en devenant un peu plus banal. Tu vois, c'est passé de oh c'est trop bien, ah, c'est sympa, c'est cool, ouais, bah, faut que j'achète le prochain tome, mais je suis un peu moins à fond dedans. Et là, ça recommence un peu à repartir. Ça commence comme ce que je vous ai dit un peu, c'est-à-dire ils vivent un peu leur vie, il y a des arcs, c'est toujours un peu original, un peu amusant, mais sans trop d'intérêt. Genre il y a un moment où, si vous voulez, c'est on transpose les personnages comme s'ils étaient des personnages de school life, lycéens, tout ça, vous voyez. Genre au lieu d'être des trucs magiques qui sont tous l'ami d'enfance, le
les camarades de classe, les trucs comme ça. Bon, ça dure qu'un chapitre, hein, mais bon. Voilà, ce genre de choses qui est pas super intéressante, qui est un peu amusante, mais que tu te dis, allez, faites des vrais trucs, quoi. Et il se trouve qu'à la moitié du tome, ça part un peu sombre. Ça part un peu sombre. Bon, vous allez pas voir des écartèlements ou je sais pas quoi, je sais pas ce que vous imaginez quand je dis sombre, mais il y a des histoires de trahison un peu, ce genre de choses. Donc Classroom for Heroes, je le conseille. Pressez de lire le prochain tome parce que en plus dans le prochain tome, sans vous dévoiler, il y a la suite de cette histoire de trahison là. Et en plus de ça, ils annoncent un truc fun, entre guillemets, mais un truc fun que je trouve génial perso. Et je suis très pressé de lire ce prochain tome. Je vous en dis pas plus, je vous en parlerai dans le tome en question. Donc on va s'arrêter là pour Classroom for Heroes, mais c'est vraiment cool, je vous le conseille. Alors ensuite, Fairy Tail Under Your Quest, par Hiro Mashima au niveau du scénario et Atsuo Ueda au niveau du dessin. Alors, encore une fois, c'est très bien, Fairy Tail Under Your Quest, je trouve. Sérieusement, pour une suite de Fairy Tail qui en plus est sorti aussi rapidement, je trouve que ça se débrouille vraiment bien. Il y a je trouve qu'il y a vraiment le bon équilibre entre le nouveau et l'ancien. Dans le sens où, par exemple, au niveau des méchants, c'est pas genre le retour de un tel ou de un tel. Et il n'y a pas de méchants qu'on a déjà vu. Mais il se base sur des trucs qu'on a déjà vus, si vous voulez. Pareil pour tous les petits retournements de situation, les trucs comme ça. Je trouve que c'est le bon équilibre. Surtout pour un truc sorti aussi vite, quoi. Je sais pas si vous vous souvenez, en France ça a un peu aidé à cause du système de parution, quoi. Qu'on ait les trucs aussi vite, entre guillemets. Parce que du coup, nous on a un peu tardé avant d'avoir la fin de Fairy Tail. Et ils sont allés super vite pour nous mettre Under Your Quest exprès, j'ai l'impression. Mais chez Pika Edition, je parle, hein, parce que j'ai peut-être pas précisé l'éditeur. Mais vraiment, Fairy Tail Under Your Quest, c'est vraiment cool, je trouve. Bah voilà quoi. C'est vraiment cool. Il y avait un petit passage qui m'avait fait tilter. C'est ce passage-là. Donc il parle d'un personnage, je vais pas vous expliquer pour ceux qui veulent pas savoir. Mais en gros, genre ils sont en mode ah, elle est amoureuse de Natsu et ils vont te le piquer. Et elle parle à Lucie. Et moi je suis pas d'accord en fait. Ça c'est le genre de truc. Vous voyez, on dit souvent, enfin on entend souvent dire que Fairy Tail c'est plein de fanservice, d'une manière ou d'une autre. Moi je suis pas fondamentalement d'accord avec ça. Mais il y a un truc où j'aurais été d'accord. C'est si dans Fairy Tail ils avaient fait genre que qu'il y ait une romance entre Lucie et Natsu. Parce que le ship Lucie-Natsu, je ne suis pas du tout pour. Dans le sens où tout le monde a l'air de trouver que ça coule de source. Alors que le seul moment dans tout le manga qui peut laisser penser ça, c'est dans un chapitre bonus. Et la conclusion de ce même chapitre bonus, c'est que c'est n'importe quoi. Lucie se faisait des idées. Donc vous voyez, le ship, les gens qui sont en mode le ship c'est évident, je pense qu'ils répondent que dans leur tête, le cliché le héros et l'héroïne finissent ensemble, travaillent un peu trop, et que du coup ils se mettent en tête que c'est le cas. Mais il y a vraiment genre presque aucun indice qui pourrait laisser penser ça. Hein. Et comme j'ai dit, le plus gros indice c'est entre guillemets un chapitre, c'est un chapitre bonus dont la conclusion c'est non. Donc voilà. Et pourtant, on voit bien qu'avec certains personnages que s'il veut... Pardon. On voit bien avec certains personnages que s'il veut mettre des romances, Hiro Mashima il le fait. Hein. Il y a 2-3 personnages qui ont été shippés avec d'autres personnages officiellement. Je donne pas d'exemple pour éviter de spoiler ceux qui sont encore en train de lire Fairy Tail. Mais voilà. Donc voilà, je ferai peut-être une vidéo sur le sujet pour expliquer pourquoi... Bah là je viens d'expliquer, mais expliquer de manière plus imagée, on va dire pourquoi je trouve ça un peu bizarre le ship Lucie-Natsu, mais bon. Mais ça c'est un tout petit pinaillage, et vous voyez, même là où tu sens qu'ils vous ont voulu faire un peu plaisir en fan, en mode « Ah, l'amoureuse de Natsu », même là, tu vois, ils ont fait genre une petite allusion, c'est tout. Alors ça va pas plus loin, Lucie elle a à peine rougi, même pas, tu vois. Et du coup, voilà. Donc Fairy Tail Under Your Quest toujours aussi bien. Vivement la suite. Je me demande ce qui va se passer après. Mais ouais, il y a le Heroes, le crossover Rave, Fairy Tail
Eden Zero qui a été annoncé en France, donc ça c'est vraiment cool. Pressé de le lire du coup. Donc voilà. Et Fairy Tail j'aime bien, il y a un truc que j'aime bien, c'est que ça a pas l'air de mourir. Vraiment ça veut pas mourir, il y a toujours de l'actualité sur Fairy Tail. Genre ils vont rééditer les Fairy Tail Blue Mistral. On va voir si à quel point je suis... Alors qu'ils sont sortis il y a pas longtemps en vrai, hein. Ils ont sorti il y a quelques années quoi. Bah, du coup ça fait un peu longtemps maintenant que j'y repense, mais... Ouais, c'est vrai que ça fait des années, mais je suis vieux en fait. Mais enfin ça mérite pas une réédition quoi, Fairy Tail Blue Mistral. En plus en fait je pense qu'ils vont les rééditer juste pour les mettre dans la même édition que les aventures de Happy, vous voyez, comment ça s'appelle, voilà, ils veulent le mettre en Nobinobi, qui est une filiale de Pika plus ou moins. C'est pour ça qu'ils veulent ressortir Fairy Tail Blue Mistral. Bon, pourquoi pas. On va voir à quel point je suis un fanboy. Est-ce que je rachète un manga que j'ai déjà, qui fait 4 tomes, juste pour avoir une autre couleur de couverture et 2-3 illustrations en plus. Ça va vraiment être un dilemme en plus, parce que j'aime bien me vanter un peu d'avoir tous les trucs Fairy Tail, tous les mangas Fairy Tail édités et les romans. Est-ce que je vais aller aussi loin juste pour pouvoir dire « Et t'as vu, même Fairy Tail Blue Mistral, j'ai les 2 éditions !» Faudrait que j'y réfléchisse, mais bon. Pour l'instant, on va dire non, parce que j'ai pas un budget illimité. Bon, sinon j'ai digressé, c'était Fairy Tail Adventure Quest, là. Et qu'est-ce que je disais quand je disais que Fairy Tail ça meurt pas? Voilà, Fairy Tail City Hero, toujours Sepika, œuvre originale par Hiro Mashima, et scénario et dessin par Ushio Ando. Donc ce coup-ci, c'est vraiment, Mashima, il a juste mis son coup de tampon, tu peux utiliser Fairy Tail, et c'est vraiment le scénario et le dessin par un autre type. Donc Fairy Tail City Heroes. J'étais assez pressé de le lire ce truc là, dans le sens où ça fait assez longtemps que ça existe, enfin entre guillemets. Bah, vous voyez le genre de truc où tu vois que ça existe au Japon, tu fais mais pourquoi ils l'ont toujours pas annoncé en France? Ils ont annoncé genre tous les spin-offs, mais celui-là il a mis un peu de temps je trouve à arriver, si je dis pas de bêtises. Et du coup voilà, assez pressé de le lire. Donc c'est Fairy Tail dans un contexte policier, donc genre à la place de la guilde c'est la police quoi. Plusieurs trucs un peu surprenants concernant cette édition, je trouve. Voilà, vous avez le dos là. Plusieurs trucs un peu surprenants. Premièrement, il y a quand même de la magie. Ça, je m'y attendais moyen. Je m'y attendais pas vraiment, à vrai dire. Parce que dans ma tête, ça annule un petit peu le concept d'en faire des policiers. Moi, je pensais vraiment que ce serait un genre Fairy Tail, c'est la police au lieu d'être une guilde de magie, quoi. C'est genre dans notre monde ou un monde apparenté, vous voyez le genre. Donc ça m'a assez surpris de voir qu'il y avait quand même de la magie. Et en plus, un truc assez bizarre, c'est que je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire, parce que je suis pas sûr de pouvoir l'exprimer correctement. Mais il y a ce truc de... Les attaques ont le même nom et entre guillemets la même origine, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre on n'est pas dans l'univers du manga, on est d'accord, sinon ce serait pas des policiers, ils feraient mention de la guilde et tout ça, leurs vieux ennemis qu'ils rencontrent pour la première fois ça marcherait pas, enfin voilà quoi. Et pourtant, si tu veux, Tanatsu, ces attaques c'est quand même les attaques du dragon, machin. Enfin t'as plusieurs trucs, tu sens que ça ferait pas sens dans un univers où il s'est pas passé les choses qui s'est passé dans Fairy Tail. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup c'est assez bizarre à certains moments de se dire ouais Natsu il fait d'accord, il fait l'attaque du dragon machin, mais comment pourquoi je suis désolé, j'arrive pas très bien à l'exprimer, j'espère que quelqu'un aura saisi vite fait ce que je voulais dire. Mais voilà. Et ensuite il y a un moment, il y a une page, donc pour l'instant c'est surtout axé comédie, hein. Il y a une page si vous voulez. Cette page là, voilà, tu vois tous les grands groupes de méchants de Fairy Tail. Je veux dire, si vous avez lu Fairy Tail, vous savez que certains de ces Gugus, ils peuvent détruire des endroits très très facilement. Et voilà. Et à ce moment là, c'est juste après une page où t'as genre Zélef, qui est un peu en mode mafieux, j'ai l'impression, qui est en mode oui, on va faire des trucs méchants. Puis là tu vois la page avec tous ces subordonnés entre guillemets. Puis là t'es en mode oulala. Là je me suis dit ah attends quoi? Ouh, s'ils montent tous ces gugus très forts là, ils vont faire dans le sérieux un peu en fait. Et le chapitre d'après c'est les Zora Sensei, c'est des motards. Et ils font une course de moto avec avec Erza.
Et du coup là je me suis dit, ah, bon ok. C'est pas forcément... Moi je suis pas un partisan du tout sérieux, et le sérieux c'est mieux que le fun ou quoi que ce soit, hein. Vous l'avez peut-être remarqué avec mes lectures. Hein. Mais ouais, pour le coup ça va un peu... Genre je m'étais dit ils vont partir un peu dans du sérieux, va y avoir de l'enjeu, des trucs comme ça. Finalement pas trop, j'ai l'impression. Ça va vraiment plus être on utilise les personnages, voire on s'en moque. Bon, pourquoi pas, hein. Mais ouais, du coup, bah plutôt sympa quand même au final, malgré toutes ces petites surprises assez déroutantes. Les personnages qui sont utilisés pour l'instant, je trouve qu'ils sont plutôt bien... Vous voyez, ils ont tous un rôle, c'est pas juste qu'il y a toute la guilde qui est des policiers et tous les méchants qui sont des voleurs ou je sais pas quoi. Il y a certains personnages qui ont un petit rôle, genre Wendy c'est une lycéenne, des trucs comme ça. Et pour l'instant, tous les personnages qui ont un rôle, je trouve qu'ils ont plutôt un rôle bien fait pour eux. Bon, les Ancient Sensei, ça m'a fait un peu bizarre, mais pourquoi pas. Je veux dire, c'est vrai que pour moi, les Ancient Sensei, c'est un peu c'est un des moments qui m'a le plus marqué dans Fairy Tail. Mais c'est vrai que quand tu compares à tous les autres guildes un peu... je sais plus comment ça s'appelle le groupe de guildes qui vénèrent Zélef, là. Mais c'est vrai que c'est le bas du panier. Donc bon, pourquoi pas commencer par motard et puis monter, ensuite c'est un gang organisé, ensuite c'est des voleurs de banque, ensuite c'est à la mafia, enfin tu vois. Ouais, la plupart. Surtout, je trouve que la guilde de Jelal, je trouve qu'ils ont vraiment bien trouvé le truc, leur rôle. Je vous en dis pas plus, mais à la fin du monde, vous allez voir, je trouve que c'est plutôt sympa. Donc voilà, c'est tout pour Fairy Tail City Heroes. Alors ensuite, on a My Hero Academia aux éditions Kiun par Kohei Horikoshi. Et donc, dans ce tome-là, on a donc la fin de cet arc-là où ils font un peu une bataille entre classes. Qui était un arc un peu... Il y avait des moments sympas, mais on va pas se mentir, ça n'a concrètement aucun enjeu, à part peut-être pour lui pour qui ça allait décider s'il rejoint la filiale héroïque ou pas, mais sinon les autres, c'était juste de l'entraînement quoi, histoire de voir un peu leur pouvoir en action, et de découvrir un peu les personnages de l'autre classe quoi. Donc en soi, c'était pas un arc incroyable, mais bon, c'était sympa. Et un aspect qui est un peu caché par ce truc, d'ailleurs ça me fait penser, je suis un peu dégoûté parce que, enfin dégoûté entre guillemets, parce que là c'est le volume 23, voilà 23, il y avait une espèce d'opération comme quoi tu pouvais avoir un truc à stickers, c'est des stickers My Hero Academia, Jujutsu Kaisen et Act Age je crois. Si t'achetais un des nouveaux tomes de Jujutsu Kaisen, My Hero Academia ou Act Age justement, et moi j'ai acheté, il n'y avait pas cette opération, donc bon c'est un peu dommage. C'est pas si grave parce que franchement, Jujutsu Kaisen ça m'intéresse pas vraiment, et Act Age non plus. Donc bon, dans l'absolu, de toute façon je l'aurais pas rempli le truc. Mais du coup ouais, et un aspect qui est un peu caché par cette espèce de bande en bas là. Ouch. C'est les vilains. C'est marrant, je sais pas si c'est fait exprès. Je pense pas, enfin quoique, on sait jamais, hein, peut-être que les gens qui ont fait ce petit bandeau se sont dit ah c'est marrant, ça va cacher les vilains. Mais oui, parce que la deuxième partie de ce tome se centre beaucoup sur l'équipe de Tomura. Ce qui me laisse penser que à un moment ou un autre, ils vont peut-être avoir, pour un certain nombre en tout cas, une rédemption ou quelque chose qui s'apparente. Parce que il y en a plusieurs pour qu'on essaie de... Il y en a plusieurs pour qu'on essaie de nous faire dégager un peu de sympathie. Et là tu les vois un peu en mode petite bande un peu de vilains mais un peu attachants entre guillemets. Bon ils sont quand même méchants et tu vois quand même qu'ils veulent détruire les trucs et tout hein, mais je me demande si au bout d'un moment il n'y aura pas un méchant plus grand, potentiellement le méchant qu'on découvre dans ce tome, donc lui. Je me demande si à un moment il n'y aura pas un méchant beaucoup plus grand qui va les mettre dos au mur et qui va les faire collaborer avec les héros d'une manière ou d'une autre. Bon, on verra bien. Donc sinon My Hero Academia c'est sympa, j'aime bien. C'est peut-être légèrement surestimé selon moi, mais ça reste un manga vraiment cool et je vous le conseille également.
comme à peu près tout ce que je vais vous présenter, j'ai l'impression. Ensuite, Vigilante My Hero Academia Illegals, donc là c'est le volume 8. Donc le scénario par Hideyuki Furuhashi, le dessin par Betancourt et l'œuvre originale par Kohei Horikoshi. Alors dans ce tome-ci, on va se concentrer un peu sur Captain Celebrity, puis sur Knuckle Duster, et un peu plus vers la fin sur le passé de Eraserhead. Et alors si vous avez vu ma précédente vidéo, on en parle. D'ailleurs c'est petit truc, c'est sauf erreur de ma part, c'est le premier manga qui revient. Il y en a un autre qui... un ou deux autres, je sais plus. Non, ouais, il y en a un ou deux autres qui sont aussi dans ce cas, dans cette vidéo. C'est la première vidéo où il y a des mangas qui reviennent. Qu'on a déjà vu dans des lectures du mois. Donc je suis plutôt, entre guillemets, content, ça témoigne d'une assez bonne diversité de lecture, ça c'est cool. Ouais, mais du coup, ouais, si vous avez vu ma précédente vidéo où j'en parle, de Vigilante, vous dites que peut-être que comme j'avais mentionné le fait de tout le temps faire revenir des anciens personnages, enfin des personnages de My Hero Academia, de trucs comme ça, du vrai manga, vous voyez, d'essayer de les inclure à tout prix, je trouvais ça un peu limite. Vous dites sûrement que le passé de Eraserhead, ça m'embête un peu. Mais au final, je trouve ça plutôt cool dans le sens où ça match parfaitement. Je sais pas si c'est pareil, ça se trouve dans l'édition japonaise, c'est pas au même rythme, donc ça marche pas aussi bien. Mais ça marche parfaitement avec une des thématiques de ce tome, qui est que Eraserhead semble un peu prendre sous son aile celui-là, parce qu'il lui fait penser à lui, vous voyez les mêmes bandages. Et du coup c'est marrant de voir le passé de Eraserhead au même moment entre guillemets dans la publication. Je trouve que là c'est bien géré en tout cas. Je sais pas si c'est la version française qui a super bien géré, plus ou moins volontairement, ou si la version japonaise c'est pareil. Mais pour le coup je trouve ça un peu pertinent par rapport à My Hero Academia. Même si bon, ça la tendance de mettre Eraserhead parmi les persos principaux de Vigilante, j'aime pas trop. Mais là, en l'occurrence, c'est plutôt cool que... Tu vois, d'un côté, t'as dans My Hero Academia, il voit un peu il voit un peu ce type-là comme son successeur, un peu. Et enfin, ça lui fait penser à lui quand il est jeune, quoi. Et en parallèle, dans Vigilante, tu vois littéralement lui quand il est jeune. Ça, je trouve ça plutôt cool. Donc voilà, sympa, Vigilante, My Hero Academia. La histoire avance un peu. Donc bah vivement la suite. Hein. Ensuite, Beastars, aux éditions Kiyun, le volume 10, et c'est par Paru Itagaki. Alors Beastars, donc ça avance. Hein. Je saurais pas trop quoi vous dire, franchement. Le scénario avance un petit peu. Il y a Legoshi continue un peu son entraînement personnel. Il met en place des choses pour essayer de... Apparemment, il semble pas vouloir dénoncer le meurtrier. Il semble, dont je ne dévoilerai toujours pas l'identité, hein, mais il semble vouloir le faire changer, entre guillemets, le sauver. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ce qui est, voilà, une chose. Bon, après, on va pas se mentir, en vrai, il dénoncerait le mec à la police. C'est bon, quoi, c'est réglé. Mais bon. Et du coup, ouais, voilà, plutôt intéressant. Le lapin est assez en retrait depuis quelques temps, là, enfin dans ce tome en tout cas. Il y a un chapitre, mais tu sens que c'est un peu le chapitre en mode, elle est toujours là, hein. Allez, on passe à autre chose. Donc c'est un peu dommage que le lapin ait aussi peu de place dans le scénario. Mais bon, on verra bien ce qui se passe après. J'espère que ça va pas repartir en triangle amoureux là, parce que bah, je serais un peu triste quoi. Pour Legoshi surtout. Parce que là, bah, là c'est clairement le lapin il est amoureux de Legoshi quoi. Enfin, elle est amoureuse de Legoshi. Enfin, c'est le lapin, ouais. Bon, là, la lapine elle est amoureuse de Legoshi quoi, en principe. Mais bon, on verra bien. Et on en apprend un peu sur le passé de ce lion là, notamment. Donc plutôt intéressant. Beastars c'est vraiment cool. Encore une fois, je vous le conseille. Alors, Yamada-kun and the Seven Witches par Miki Yoshikawa. Là c'est le tome 24 et c'est par Delcourt Tonkam. En termes d'éditeur. Yamada-kun and the Seven Witches, je crois pas en avoir déjà parlé dans ces vidéos. C'est vraiment un truc que j'aime beaucoup.
Quoique j'ai peut-être parlé d'un tome, je ne sais plus. On verra, on verra. C'est un truc que j'aime beaucoup. J'avais vu l'animé à l'époque. Pour ceux qui ont vu l'animé ou qui veulent savoir s'il faut plutôt regarder le manga ou l'animé en premier, l'animé, si vous voulez, ça s'arrête bien avant le manga. Mais ça s'arrête à un moment où c'est le meilleur moment pour s'arrêter si vous voulez vous arrêter à un moment. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu comme si... Si vous voulez, il y a une conclusion, à un moment, qui correspond à la fin de l'animé. Mais ça continue parce que... en fait, est-ce que c'est vraiment fini? Voilà. Et donc le manga, vous aurez après le... est-ce que c'est vraiment fini? Eh ben non, il y a encore plein de tomes. Et dans l'animé, ça s'arrêtera là. Ce qui est une très bonne fin aussi, en vrai. J'aime beaucoup Yamada Kun and the Seven Witches. J'ai quelques réticences à certains passages de lire parce que j'étais vraiment attaché à la romance entre les deux persos principaux. Et voilà, entre Shiraishi et Yamada. Et du coup, quand t'as un peu des moments de tension en mode... parce que ça joue un peu sur les... pour ceux qui connaissent pas, il y a des magies, des sorcières, des magies, tout ça. Et ça joue un peu parce que il y a notamment une magie d'effacement de mémoire qui revient à plusieurs reprises. Et du coup, t'as des moments où il s'oublie, tel personnage oublie tel personnage ou des trucs comme ça. Et ça, c'est toujours un peu drama, tu vois. Et moi, ça me rend toujours un peu triste. Du coup, de temps en temps, je suis un peu réticent à le lire quand c'est dans des périodes comme ça où c'est un peu triste. Mais c'est toujours très bien, Yamada Kun and the Witches. Ouais, vraiment sympa. Là, je crois qu'on est pas loin de la fin. Dans ma tête, il y a 26 tomes, un truc comme ça. Je sais pas si c'est exactement ça, il me semble, hein, un truc dans le genre. Du coup, on se rapproche de la fin. C'est un manga que j'apprécie beaucoup, que je vous conseille. Par contre, pour tous les maniaques des étagères qui aiment bien avoir une collection bien alignée avec tous les tomes qui se ressemblent, là, vous allez être un peu déçus parce que, sauf s'ils ont fait des rééditions des premiers tomes, mais je suis pas sûr, ils ont changé un peu de charte graphique, notamment de la tranche. De la tranche. Au bout d'un certain nombre de tomes. Donc bon, pour ceux qui ont des maniaques des étagères qui se ressemblent bien, dommage. Bon, c'est pas mon cas, hein, vous voyez, j'ai mis des éditions collector de Fairy Tail là-bas. Mais ça peut poser problème à certains, je le sais. Donc voilà, encore un tome très sympa, hein, il se passe des trucs, des péripéties, tout ça. J'espère... ouais, il y a un... Voilà, je vous disais, il y a des magies d'oubli. Là encore, on vient de découvrir que tout le monde avait oublié une certaine période de leur vie où il y avait potentiellement un personnage qu'on connaît pas qui était là, quoi. Donc voilà. Ah non, peut-être pas qu'on connaît pas. Ouais, je crois qu'il s'est sous-entendu à un moment que ce serait un personnage qu'on connaît. Enfin, de toute façon, je sais pas vraiment moi-même, mais je vous laisse la surprise. Donc, je vous le conseille vraiment, Yamada Kun and the Seven Witches. Je sais que je dis ça pour tous les mangas, mais c'est parce que là, déjà, c'est que des trucs que j'ai déjà commencé. Dont on parle en ce moment, sauf Fairy Tail City Heroes, mais c'est un spin-off de Fairy Tail, à part s'ils font vraiment n'importe quoi, je vais pas vous dire que... Enfin, je vais pas trouver ça nul. Et un autre qu'on verra à la toute fin, mais qui, encore une fois, a un lien avec un autre truc que j'ai déjà lu, donc vous voyez, c'est... Enfin, voilà, je vous parle que de trucs que je connais, et pour certains, dont Yamada Kun, vous voyez, c'est le tome 24, je connais depuis longtemps. C'est que j'aime bien. Et donc je vais essentiellement vous conseiller en fait tout ça. Parce que même quand j'achète des nouveautés, je fais toujours attention à acheter un truc qui pourrait me plaire. Ou qui au moins me fera passer le temps si c'est pas cher. Donc vous vous doutez bien que tout ce que je vais vous montrer, je vous le conseille en fait. Hein. Je sais pas si je vais le répéter à chaque fois, mais pour l'instant je l'ai répété à chaque fois. Mais je vous le conseille. Et je vous conseille à peu près tout ce que je vais vous montrer. Donc voilà, à plus Yamada Kun and the Seven Witches, vivement le prochain tome. Ensuite, One Piece tome 94 par Eiichiro Oda aux éditions Glénat. Hop. Donc, bon, One Piece c'est un manga pas très connu, je crois que, ouais, voilà, c'est... Il n'y a même pas d'adaptation animée, non, je rigole. Donc One Piece, ouais, tome 94. One Piece, c'est toujours assez cool. J'ai toujours ce truc de me dire à chaque fois que c'est devenu un peu complexe, One Piece, un peu, voilà, il y a plein de personnages, il y a plein de trucs. Hein. Mais à chaque fois que tu lis le tome, une fois que t'es dedans, il y a toujours un ou deux petits trucs qui te vont dire « Oh, sérieux ?» Et notamment dans ce tome ne fait pas exception. Il se passe des trucs, il y a de l'avancement. Vraiment, One Piece c'est un peu magique, quoi.
Par contre, il y a vraiment un questionnement sur... donc je vais pas vous spoiler parce que je sais que One Piece en plus c'est encore plus sensible que les autres trucs dont j'ai parlé avant. Tu vois, si je spoil à quelqu'un Yamada-kun and the Seven Witches sans faire exprès, bon, il va pas me faire un scandale. Si je spoil à quelqu'un One Piece, il va me faire un scandale. Donc je vais pas, par respect, je vais pas spoiler One Piece. Voilà, vous aurez juste la couverture, je vais pas rentrer dans les détails. Mais on va en profiter pour aborder un peu la question de quand ça va finir One Piece. Moi, One Piece, j'ai toujours tablé vers les 120 tomes pour la fin. Mais franchement, je sais pas trop, hein, parce que... Faudrait que je regarde en profondeur combien de tomes ça met pour... Ouais, alors c'est... Parce qu'en fait, ça se complexifie de plus en plus, ça rajoute de plus en plus d'embranchements. Et on en a un point où vraiment j'ai l'impression que pour finir à peu près dans les temps, entre guillemets, pour finir sans que ça dure 160 tomes, quoi, faudrait un moment où genre vraiment séparer tout l'équipage. Mais genre pas juste de groupe, quoi, séparer, genre chaque membre va faire un truc. Vous voyez le genre? Donc bon, on verra bien. On verra bien ce que ça donne, mais One Piece, bon, c'est un peu une valeur sûre, hein, j'ai envie de dire. Bon après si vous êtes pas, si vous voulez lire, si vous n'avez pas commencé et que vous voulez lire le tome 94, je pense qu'il va falloir un peu beaucoup de patience et beaucoup d'argent. Mais je vous le conseille, encore une fois, One Piece, bon. Hein. Alors ensuite, on passe à Dr. Stone, le tome 10, par Eiichiro Inagaki au niveau du scénario et Boichi au niveau du dessin. Donc c'est édité par Glénat. Alors bon bah vraiment cool, Dr. Stone pour le coup. Je sais pas si je l'ai déjà dit, je sais plus si on a déjà vu un tome de Dr. Stone dans ces vidéos. Mais Dr. Stone c'est un peu le genre de truc que je trouve qu'il y a beaucoup en ce moment, enfin ces derniers temps. De nouveaux trucs du Shonen Jump qui est présenté comme le renouveau du Shonen Jump, le nouveau gros truc qui va prendre la place de Bleach et de Naruto et tout ça. Et je trouve que de nos jours, il y en a beaucoup et assez fréquemment des trucs qui ont cette réputation-là. Il y a My Hero Academia, il y a Black Clover, il y a The Promised Neverland, il y a... récemment, il y a Jujutsu Kaisen, il y a Chainsaw Man, je crois que c'est du Shonen Jump, hein, Chainsaw Man, si je dis pas de bêtises. Vous voyez, il y a tous ces trucs-là. Et le fait qu'il y en ait de plus en plus fréquemment et que il y en a un certain nombre qui me parlent pas ou me parlent pas autant que ce que les gens ont l'air de l'apprécier, je les mettais un peu tous dans le même panier. Enfin, My Hero Academia et Black Clover, j'ai commencé, j'ai bien aimé, mais... Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est genre, à force d'avoir tout le monde qui te dit à chaque fois qu'il y a un nouveau truc qui sort, un nouveau Shonen Neketsu qui sort, du Shonen Jump, ouah, c'est génial, c'est trop bien, c'est le renouveau du Shonen, machin, c'est le manga à lire. Pareil avec, comment ça s'appelle Kimetsu no Yaiba, je sais plus comment ça s'appelle en français. Enfin, quoique, Kimetsu no Yaiba, je crois que c'est un peu plus vieux, hein, c'est un peu plus compliqué. Mais pareil, tu vois, ça a eu un gros truc de hype, le renouveau du shonen, le nouveau gros truc qu'il faut absolument avoir lu. Et ça, il y en a de plus en plus fréquemment, et ça fait que, à force d'entendre à chaque fois qu'il y a un nouveau truc qui sort, ah ça c'est génial, c'est le renouveau, machin, bah voilà quoi, ça perd de son effet, voire ça a l'effet inverse. Tu vois, je me dis, ah ouais, ok, encore un de ces nouveaux gros trucs du Shonen Jump, qui en plus, pour l'instant ça se vérifie, pour une certaine partie d'entre eux, finissent assez tôt. Et vous pouvez vous dire que c'est oui, bah c'est l'auteur, il a fini son histoire. Il y a peu de chance, parce que dans l'industrie du manga au Japon, si ça finit, c'est-à-dire que si ça finit avant d'avoir eu des dizaines de tomes, c'est que ça marche pas si bien que ça. Donc bon, après il y a des cas hein, où c'est genre l'auteur qui dit ah non, mais j'ai fini mon histoire, moi j'arrête. Hein. Mais dans cette industrie c'est rare. Souvent ils essaient d'étirer le plus possible. Et souvent ils trouvent des idées intéressantes hein, pour continuer, mais bon. Ouais, et Dr. Stone, voilà, je le mettais un peu dans ce panier-là. Bah à une époque où quand même c'était moins fort, parce que par exemple les trucs genre Jujutsu Kaisen ou Chainsaw Man n'étaient pas encore sortis par exemple. Mais voilà, je le mettais un peu dans ce panier-là, du truc ouais, tout le monde dit que c'est génial, mais bon, dans 2 mois ils diront qu'il y a un autre truc c'est génial, et puis ils auront oublié. Ce qui est un peu arrivé en vrai. Mais du coup un jour je me suis dit, allez, je vais quand même commencer, j'ai bien aimé.
parce que j'avais lu un extrait gratuit que j'avais eu en librairie. Et du coup je me suis tout acheté et c'est vraiment cool Dr Stone pour le coup. Sûrement tous les autres trucs que j'ai mentionnés hein, d'ailleurs, je dis pas que c'est nul. Mais je dis que bon, à force de voir tout le temps le nouveau shonen à la mode qui vient et qui est censé être le nouveau gros truc qu'il faut absolument lire mais de plus en plus fréquemment, j'ai un peu le sentiment que bon, c'est pas si bien que ça en fait. Mais ça se trouve tout ce que j'ai dit c'est génial en vrai, hein, j'ai pas tout lu. Mais du coup Dr Stone oui, très très bien. Là on change d'arc, avant on était dans un arc de bataille entre le royaume de la science et le royaume du méchant. Là on part vers, vous le voyez un peu à la couverture, vous voyez chapeau pirate, là on voit un peu, là ça se voit pas trop, attendez, hop, là on voit un peu genre un truc un peu qui fait penser à un globe terrestre ou un truc comme ça. Là c'est clairement l'arc du voyage, là ils vont, c'est la mondialisation là, ils vont partir à travers le monde chercher des indices, et donc là c'est un peu la préparation de ça, et à la fin du tome, dans le truc style, dans le prochain tome, eh ben, on nous dit qu'on aura le secret de la pétrification. On nous dit qu'on aura, enfin, peut-être pas le secret, mais la cause. Et il me semble même, donc ça, je l'ai lu vers le début du mois, donc je suis pas sûr à 100%, mais il me semble même qu'on nous dit le responsable, genre comme si c'était une personne. Donc attention, ça promet. Donc vivement le prochain tome. Je dis beaucoup ça, mais le truc c'est qu'en fait, quand souvent j'essaie d'éviter de spoiler le tome en question que je présente, vous voyez. Et en plus de ça, quand c'est le début du mois, souvent j'ai même un peu oublié les détails. Du coup c'est pour ça que vous m'entendrez souvent dire vivement le prochain tome. C'est une manière de parler un peu de ce qui se passe en général sans parler de ce qui se passe du tome précisément. Bon, encore une fois je me suis un peu mal exprimé je pense, mais bon. Et donc Dr Stone vraiment cool. Je vous le conseille encore et toujours, oui ça va être une phrase récurrente ça. Ensuite, The Quintessential Quintuplet, tome 3, aux éditions Pika. Et bah toujours aussi bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est encore dans la saison 1 de l'animé là, si on compare. Mais à ma grande surprise, dans un tome ou deux, on aura dépassé la saison 1 de l'animé. Ce qui me conforte dans l'idée que je vais pas regarder la saison 2 tout de suite en tout cas. Parce que du coup je vais peut-être essayer de découvrir ça en manga. Mais ouais donc c'est une très bonne chose je trouve parce que c'est toujours très légèrement, hein, il y a toujours le plaisir de la redécouverte mais c'est très légèrement frustrant de se dire il y a encore 10 tomes avant qu'il y ait du nouveau. Bah là non, là sauf si j'ai oublié un truc qu'ils feraient dans le désordre ou je sais pas quoi, là on se dirige vers la fin de la saison 1. Hein. Et du coup bah comme d'hab c'est vraiment cool hein, les relations entre les personnages, les trucs comme ça, les petits trucs qui s'installent. Il y a un truc que je trouve qu'il y a beaucoup dans les romances un peu harem comme ça, qui là revient aussi d'ailleurs, c'est le truc du ah bah en fait je la connaissais, il y en a une que je connaissais quand j'étais petit, genre, et il y a eu une promesse ou un délire comme ça, enfin un peu un Lani Sekoi, dans Lovina pareil il y a la même chose, il y a ça dans beaucoup de romances un peu harem comme ça, et c'est pas une mauvaise chose en soi, faut voir ce que ça apporte. Mais ouais. Bon après, en fait j'ai envie de dire que d'ailleurs dans ce genre de petite romance là, avec plein de personnages féminins, une partie du jeu un peu, c'est toujours un peu de se dire avec qui est-ce que le héros il va finir à la fin. Là d'autant plus que au tout début du premier tome, tu le vois se marier carrément avec un personnage. Mais on sait pas lequel parce qu'elles ont toutes plus ou moins la même tête, sauf leur coupe de cheveux. Mais comme c'est le mariage, la coupe de cheveux elle est spéciale. Et le truc là, c'est que souvent il n'y a pas autant de suspense qu'on pourrait penser. Parce que le truc c'est que souvent c'est, j'allais dire statistiquement, en partant du principe que le truc est une vraie fin. Vous voyez pas une fin ouverte en mode ah, on continue d'être tous ensemble heureux, machin, il a pas encore choisi le héros. Non, une vraie fin. Statistiquement, c'est presque toujours la main girl, j'ai envie d'appeler ça, la fille principale, c'est-à-dire celle qui est l'élément déclencheur, si vous voulez. Dans le cas-ci, ce serait celle qui veut manger avec lui au début, là, et qui lui veut pas, et puis après c'est son prof principal, machin. Mais il y a une petite... une espèce de petit twist à ça qui est que dans le scénario et du coup par les fans dont moi, la préférée des gens c'est beaucoup Miku
Et du coup il y a un tout petit peu, et puis après, enfin je veux dire, la main girl c'est pas celle qui a l'air d'avoir le plus de romance avec lui, ce qui laisse un peu plus de suspense si vous voulez. Bon après, on va pas se mentir, il n'y a pas non plus parmi les 5, tu peux en supprimer 2 voire 3 facilement du tableau final à mon avis. Hein. Mais bon, ce quintessentiel quintuplet c'est vraiment cool encore une fois. Et est-ce que je vais encore dire vivement la suite? Eh bah ouais, je vais encore le dire. Allez, on se répète beaucoup. Sur cette chaîne, on se répète beaucoup, c'est le credo. Et pour finir, petite nouveauté là, petit tome 1 de Demon Tune par l'auteur de Blood Lad, à savoir Guki Kodama. Et c'est chez Kurokawa. Et Demon Tune, ça a été vraiment une surprise pour le coup, parce que, vous voyez, moi, je suis du genre à beaucoup regarder les news des sorties manga, tout ça. Et de manière générale, sur Manga Sanctuary, j'ai ma collection de mangas, et ils me préviennent, enfin j'ai une liste, si vous voulez, une liste de sorties à venir. Et ils me préviennent quand il y a un truc qui sort de toute manière. Donc je suis très rarement surpris, parce que soit c'est un truc que je suis en train de... à partir du moment où j'ai un tome dans ma collection, en fait, ils me préviennent. Donc soit c'est un truc que je suis déjà en train de lire, du coup, bah, ils me préviennent. Soit c'est moi qui regarde, c'est un truc qui vient de sortir et qui m'intéresse, mais du coup, moi je regarde les news, donc je suis au courant. Donc c'est extrêmement rare que genre j'arrive dans un magasin et je suis en mode eh mais attends, ce manga là je savais pas du tout qu'il allait sortir et en plus c'est un truc que j'aimerais bien. Et bah là pour le coup c'était le cas, genre vraiment je suis arrivé dans le magasin, j'ai vu ça, j'ai fait oh Demon Tune c'est quoi? Attends, Blood Lad. Voilà, donc c'est par l'auteur de Blood Lad. Donc la petite surprise qui va bien, j'étais assez content de tomber là-dessus. C'est plutôt cool. Franchement ça commence plutôt bien. C'est un peu moins fun, j'ai l'impression, que Blood Lad pour le moment. Parce qu'en plus, il n'y a pas ce côté voyage, un peu monde avec des monstres un peu loufoques, tout ça. Là, ça a l'air plus d'être un peu mafia et mutation un peu bizarre. Donc bon, c'est pas moins bien pour autant, mais c'est un peu moins mon style, on va dire, dans l'absolu. Mais sinon, c'est assez cool, les personnages sont plutôt attachants. Faut voir comment ça évolue, parce qu'il y a ce truc... il y a encore ce truc d'organisation gouvernementale. Bah là c'est logique vu qu'il y a des histoires de mafia, de trucs comme ça, mais bon, c'est un truc qu'on voit assez souvent. Qui n'est pas mauvais en soi, mais qui du coup réserve sûrement pas beaucoup de surprises, tu vois. Je sais pas pourquoi je dis tu, avant je disais vous, il me semble, je parlais à plusieurs. Là je parlais qu'à une seule personne visiblement. Donc qui que tu sois, je te parle. Et donc voilà, Demon Tune, la petite nouveauté du mois. Vraiment content d'être tombé là-dessus. Amatora, faut que je le lise, hein, c'est sur ma liste de trucs à lire, mais bon, faut les trouver quoi. Petit effet holographique, j'ai envie de dire, sur la couverture, même si c'est peut-être pas le mot adéquat. Le début, une page couleur, ça c'est assez cool. Ça coûte combien? 6,80. Ah, 6,80 pour une page couleur, ça va. Hein. Parce que bon, au Toto, tout ça, quand ils mettent des pages couleurs, souvent ils en profitent bien. Hein. Je dis au Toto, mais ça vaut pour plusieurs éditeurs un peu moins mainstream que Pika, Glénat, tout ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Dans le sens où tu les trouves très rarement dans les grandes surfaces, mais tu les trouves souvent en librairie. Mais bon, voilà. Donc Demon Tune, c'était le dernier manga de ce mois-ci que je voulais vous présenter. Donc on va passer au coup de cœur du mois. Et donc, pour le coup de cœur du mois, je pense que je vais partir sur Mushoku Tensei. Pourquoi Mushoku Tensei? Parce que comme je vous l'ai dit, c'est un truc que j'adore. En plus, il en sort pas souvent. Il me semble qu'on n'en a pas vu depuis le début des vidéos et ça fait plusieurs mois que je fais des lectures du mois. Donc, Mushoku Tensei est vraiment vraiment cool. Franchement, il y a des chances... là, encore une fois, il y avait un peu de concurrence en vrai, hein, mais il y a des chances que... Vous voyez, même Fairy Tail Under Your Quest, je suis légèrement moins hypé dans le sens où Fairy Tail ça fait un peu partie de ma routine entre guillemets, vous voyez, avec parce que ça sort un peu plus fréquemment il me semble, et en plus il y a tous les spin-offs, tout ça, c'est vraiment pour ça que je l'ai pas mis Fairy Tail, alors que Mushoku Tensei c'est vraiment un événement à chaque tome qui sort pour moi, et tout aussi cool qu'avant, l'histoire continue d'avancer, il y a de l'enjeu, il y a des changements, il y a des trucs qui se passent. C'est indéniablement pour moi un de mes mangas préférés, je pense. Si je devais faire un top 10, il serait sûrement dedans. Ouais, je pense qu'il serait dans le top 10. De mes mangas, attention, ouais.
Faudrait peut-être que j'y réfléchisse quand même en lire des trucs comme ça, parce que si je devais faire un top 10 de mes mangas préférés, bon, si, je pense que je trouverais, je l'inclurai, je pense. Hein. Il y en a plein, en fait, il y a plein de mangas que j'aime bien et je les classifie pas forcément entre eux, c'est pour ça que j'ai un peu de mal à m'arrêter là-dessus, mais je pense que oui, je pense qu'il serait dans mes 10 mangas préférés. Et celui-là ne dérange pas la règle, celui-là est vraiment cool. Franchement, vivement la suite. pour citer quelqu'un qui a déjà beaucoup parlé dans cette vidéo. Donc voilà, c'est tout pour ces lectures du mois de juin. Alors, spécialement, j'ai quelque chose à expliquer là. Alors, les prochains mois, c'est juillet et août. Sauf qu'en juillet et en août, il se trouve que c'est les vacances, les grandes vacances. Et que pendant les vacances, je lis très peu, voire pas du tout. Parce que mon créneau pour lire, c'est le soir avant de me coucher. Et pendant les vacances, souvent, je me couche beaucoup trop tard pour avoir assez d'énergie pour lire. Du coup, donc, deux possibilités. Soit, au cumul des 2 mois, je finis par lire quand même assez pour faire une vidéo. Et je ferai une vidéo lecture du mois juillet-août. Soit ce n'est pas le cas et je ne lis pas du tout, ou alors très très peu. Et dans ce cas, je ferai une vidéo septembre, dans laquelle il y aura les petits trucs que j'aurai lu juillet-août éventuellement. Donc ça veut dire qu'il y a potentiellement plus de vidéos lecture du mois pendant 2 à 3 mois. Donc voilà, ça s'expliquait. Pour les 0,5 personnes qui se demandaient, parce que je pense pas qu'il y ait une seule personne qui attendent mes vidéos lecture du mois au point de se demander pourquoi il n'y en a pas une nouvelle. Mais bon, voilà, donc ça c'est expliqué. Ne vous étonnez pas si jamais vous faites... je suis pas mort quoi, si jamais il n'y a pas de lecture du mois pendant 2 mois. Donc ça c'est réglé, et donc je vous souhaite... je vous dis au revoir, parce que cette vidéo est terminée. Comme d'habitude, j'espère que vous avez découvert des choses, que vous avez vu certains mangas que vous aimiez bien, que vous en avez vu d'autres que vous avez envie de lire maintenant. Si, comme d'hab, j'ai pas des tonnes de retours là-dessus, mais si vous avez un truc à dire sur les séries ou les tomes en question, si vous spoilez, spoilez que jusqu'au tome que vous voyez là pour pas me spoiler, et passez quelques lignes pour pas que vous marquez spoil machin, spoil Monster Musume par exemple, si vous voulez spoiler le tome 9 on va dire. Spoil Monster Musume, vous passez 3 lignes, là vous écrivez ce que vous voulez dire, vous voyez. Et ouais voilà, n'hésitez pas à m'en parler, on peut discuter, ça me dérange pas. Même ça, je trouve ça sympa. Donc voilà, tout ce qu'il y a à faire c'est pas me spoiler moi, et si vous spoilez des trucs qui se passent jusqu'à cet homme là, et ben pour pas spoiler les autres, vous écrivez un peu après quoi. Mais voilà, parce que j'ai pas des tonnes de discussions avec vous dans les commentaires. Ce qui, enfin, je vous jette pas la pierre, hein. Moi-même je saurais pas trop de quoi discuter avec moi, mais voilà quoi, ça peut être vraiment sympa. Vous pouvez, comme d'hab, vous pouvez me conseiller des mangas, mais je le dis à chaque fois, il y a peu de chances que il y a peu de chances que je suive vos conseils de manière directe en tout cas. D'autant plus que là il y aura 2 ou 3 mois entre maintenant et la prochaine vidéo. Mais bon voilà, donc c'était la lecture du mois de juin. Je vous souhaite une bonne journée et à plus.